Carnet d'une Apocalypse. Tome 5, 1985. Début 1985. Lettre de Satprem à Suzy à propos des visions, entre guillemets, et imagination mirifique du vital. La conscience cellulaire a la simplicité d'un enfant, E majuscule, divin, pour qui la seule merveille, c'est d'adorer le suprême. C'est cela la matière vraie. Tout le reste est illusion tortueuse et nocive. C'est la maya vitale du mensonge qui jusqu'à présent a toujours empêché la vérité de s'établir sur la terre. Et c'est celle-là qui voudrait bien récupérer, ravaler le supramental dans son filet de mensonges brillant et séduisant. Mais ce n'est, en lettres capitales, pas possible. Il faut cultiver le discernement de l'âme. PS. Le supramental, c'est un autre monde, pas le même amélioré. 1er janvier 1985. J'ai pourtant eu beaucoup d'entraînement, mais c'est difficile de ne pas croire que l'on est en train de mourir. C'est curieux. Mais rien ne se raidit dans le corps. Tout l'être s'abandonne. C'est une puissance bleue si compacte, solide. On dirait qu'il n'y a plus rien que ce bleu dense. C'est peut-être ce qui fait la sensation que l'on meurt. Ce matin, c'était si compact, comme pourrait l'être de l'eau changée en glace. La vie du corps devient un solide bleu. C'est surtout dans le cerveau que cela reste un peu difficile. Si c'est un nouveau principe de vie qui doit s'établir, est-ce que le vieux ne doit pas mourir, entre guillemets, ou disparaître? Ou est-ce que les deux systèmes coexisteront? Ambulado solvitur. C'est seulement au bout que l'on comprendra vraiment ce que tout cela veut dire. En attendant, il faut le vivre-mourir, point d'exclamation entre parenthèses, simultanément, point d'exclamation entre parenthèses. La question se débat, entre guillemets, avec un cœur, des poumons et des cellules cérébrales. Après-midi, un supplice. Le cerveau en ébullition. Le corps vivait la faim. C'était long. Comment ne suis-je pas mort? Quelque chose répétait en moi. J'aime Sri Aurobindo, j'aime mère, j'aime ma douce, comme si je voulais que ce soit le dernier son de ma vie. Je ne voulais pas être dramatique, entre guillemets. D'ailleurs, c'était par-delà, c'était senti comme cela. Soir, vision. Cette nuit, ou plutôt ce matin de bonne heure avant de me réveiller, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup inquiété et qui m'inquiète. J'ai vu ma douce qui venait du dehors et qui allait entrer dans ma chambre par la porte vitrée. Elle était sur le seuil, elle a posé un pied nu sur le tapis de ma chambre et j'ai vu des marques ou des taches de sang sur le tapis. C'était plutôt violet que rouge. Je regardais cela, puis ma douce m'a montré son pied nu, le cou du pied, le talon. Il y avait une petite blessure par où le sang sortait abondamment, ou plutôt continuellement, et c'était aussi du sang violet très foncé. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis très inquiet, et je n'ai rien dit à ma douce.
Le pied, cela veut dire le corps physique. C'était ce matin, 1er janvier. Note de bas de page. Je me suis demandé si Sujata, dans cette vision, ne représentait pas symboliquement l'Inde de 1985. Elle venait de l'extérieur. Aussi ce matin, à minuit 1 minute, au tournant de l'année, je hurlais. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais quel cauchemar encore. C'est Sujata qui m'a dit l'heure exacte. On est vraiment dans l'inconnu dangereux, de tous les côtés. Je n'ai jamais vu de sang aussi foncé, presque noir. Plus tard, ma douce a dessiné comme une comète rouge qui vient toucher la tête d'un être. Le dessin se trouve en page 14, avec la mention 1985 porte ce qui doit tomber sur la terre. C'est peut-être cela, mon ébullition. Mais c'est un supplice. Ma tête est encore comme bruised, en bouillie. Qu'est-ce qui va tomber sur la tête de la terre? Quand j'ai eu le typhus en sortant des camps, j'ai eu des céphalées affreuses. Eh bien, c'est un peu comme cela, mais en plus dense. En somme, on m'a bien entraîné, de toutes les façons. Quand j'y pense, faire le séisme divin, cela veut dire qu'on prend la première secousse, point d'exclamation entre parenthèses, c'est juste, puis ça navigue dans la terre. 2 janvier 1985. Un jour, on ne naîtra plus avec ce fardeau d'erreur, d'obscurité et d'ignorance. C'est pour cela qu'on lutte. Je ne sais pas pourquoi ils imaginent des hommes qui volent dans les airs et dotés de pouvoirs magiques. C'est si tristement puissant. Mais la vérité légère et sans passer « Oh, quelle délivrance !» Ils ont besoin de pouvoir et de machines parce qu'ils sont totalement impuissants sans la collaboration de la mort. Leur seul pouvoir, c'est de mourir. Ils retournent à leur maître. Quand on veut quitter son règne, elle griffe tant qu'elle peut. On se remet, cela prend 1 jour, 2 jours, 1 mois, 1 an, puis elle griffe plus profondément. On se remet encore et elle griffe plus profond, et ainsi de suite. C'est une stratigraphie féline. Sri Aurobindo disait la guerre des tranchées. Je comprends bien ce qu'il voulait dire. C'était en 1914. Il ne faut plus naître comme cela. Les griffes vous obligent à aller au fond, mais c'est interminable. Et plus c'est au fond, plus c'est vaste. C'est tout le monde. On se balance entre le tout à fait divin et le tout à fait infernal. 3 janvier 1985. J'ai perdu du sang cette nuit. Il y a une telle peine au fond de mon cœur. C'est cela qui me tue. Et je n'arrive pas au bout. Il n'y a pas de bout. Les miracles, ça existe peut-être. La grâce, ça existe, non? Il faut traverser. Un jour, on sortira de la passe. L'évolution, cela consiste à traverser des conditions impossibles pour les mécanismes d'une espèce considérée. Les conditions impossibles créent le mécanisme nouveau. Il n'y a pas à discuter, il faut durer.
c'est de la mécanique évolutive. On ne discute pas un tremblement de terre, on le traverse ou pas. Mère disait, tout dépend de la capacité de traverser les expériences. C'est cela que ça veut dire, exactement. Un marin ne dirait pas mieux. Il n'y a pas de moralité dans une tempête. La moralité, entre guillemets, c'est d'étaler le grain. Après-midi. Dans ces opérations si démesurément puissantes pour une petite mécanique humaine, on ne sait jamais si l'on frappe à la porte de la mort ou à la porte de la vie nouvelle. C'est presque pareil sur le moment. L'instinct de conservation n'est plus là pour arrêter le mouvement, alors on ne sait pas. Quand on en sort seulement, on se dit « Oh, je ne suis pas mort ». C'est comme cela. Soir. On sait que ce rivage de la vie humaine est un rivage d'illusion. Mais tant l'on est sur le rivage, l'illusion est une réalité. En ce sens que le cancer est une réalité, le sang qui coule est une réalité. Et l'on se demande si l'illusion ne collera pas aussi longtemps que cette substance humaine et ces fibres nerveuses humaines, cette façon de pomper la vie, ne changeront pas. Et puis cette mémoire implacable qui perpétue toutes les vieilles notes de la peine. Changer de conscience, on comprend. Mais cela ne change rien vraiment, sauf dans les hauteurs qui restent parfaitement hautes. Alors comment changer de substance? Comment changer le mode de succion de la vie tout en restant dans un corps humain? Il ne s'agit pas de changer de psychologie, mais de changer de physiologie. C'est curieux. La joie n'a pas de mémoire. C'est la peine qui en a, pendant des siècles. Les mémoires de condamnés à mort sont toujours vivantes. Mes souvenirs d'hommes heureux sont partis sur l'aile d'une mouette. 4 janvier 1985. Évidemment, elle griffe. Mais j'essaie de changer mon mal en un appel plus intense de la vie nouvelle. Voilà tout. Et advienne que pourra. Soir. Je vois et je subis des choses si cruelles depuis 2 nuits. On dirait que l'on me fait revivre toutes les horreurs. Et je sais, en italique, que c'est mon instrument de travail. C'est pour crier plus intensément vers cette vie nouvelle où l'horreur ne sera plus. C'est peut-être moi, entre guillemets, qui subis la première secousse de cette comète rouge. Elle va déraciner l'horreur. 5 janvier 1985. Vision. Cette nuit, j'ai vu quelque chose de si drôle, pour changer. J'ai vu un gros rocher gris, et de ce rocher, mer sortait. Mais mer en pierre, de la même substance que le rocher, faisant partie du rocher, mais pas grande, peut-être 20 cm de hauteur, une petite mer. Et de cette pierre mer sortaient comme des effluves blanches, comme des effluves de chaleur. J'ai touché la pierre, entre guillemets, et c'était chaud. Alors j'expliquais à quelqu'un, je crois bien que c'était Frédéric d'Auroville, tu vois, mer est en train de faire bouillir la matière. L'autre jour, je parlais de changer de substance. Mais ce que nous ne pouvons pas imaginer ni même comprendre, c'est la différence que cela fera.
la formidable, impensable différence que cela ferait dans l'atmosphère terrestre et dans l'air terrestre si cette horreur, ce mensonge, cette puanteur vraiment de la conscience humaine pervertie était déracinée. Cela disparu, il n'y a rien à changer. Pas besoin d'air nouveau. L'air nouveau sera tout là, enfin libre et léger et respirable. La différence serait si formidable que l'on ne peut pas comprendre ni imaginer. Comme disait ma douce, la gravité sera moins grave. Le monde sera pareil et tout sera changé. Ils ne s'aperçoivent même pas de leur puanteur. Seulement, qui résistera à l'air pur? Ce sera tout à fait mortel pour leurs poumons. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis cette nuit, je sens quelque chose de nouveau dans l'air, quelque chose qui est tout proche. Après-midi. Je ne peux pas appeler cela autrement qu'une descente supramentale. Ce serait tout à fait effrayant si ce n'était pas divin. Oui, mère fait bouillir la matière. C'est exactement comme dans le petit dessin que ma douce a fait hier soir. La terre va changer. Page 17, un dessin de Sujata qui s'appelle « La lessive terrestre », où on voit mère en train de triturer la matière. On se demande comment on n'est pas désintégré. Soir. Dès que je reste tranquille une demi-seconde, cette puissance si formidable est là. Elle ne cesse pas. On a l'impression d'être solidifié là-dedans. Pourtant, c'est souple et mouvant. 6 janvier 1985. Jour par jour, on nous montre l'assaut explosif de la population qui grimpe chez nous et détruit tout au passage. 17 maisons de ciment pour la colonie des Harijan sous la maison. Quelque part, invisiblement, le divin a tiré une ligne. Cela fait partie des signes aussi. Le temps presse. Midi. Ce que le corps découvre de plus en plus et avec un émerveillement au-delà des mots, c'est que la loi de la matière, c'est toi. C'est comme une nouvelle matière qui se découvre. Et ce que l'Inde découvre, de plus en plus et avec un hypnotisme mortel, c'est que la loi de la matière, c'est la technologie occidentale. C'est la ruine de l'Inde. Sa base sapée. Son âme trahie. Ils avaient le secret de la vraie puissance dans la matière et ils ont choisi l'esclavage. La fausseté de Nehru est le juste aboutissement de la fausseté de Shankara. Citation : « Les usines et les barrages sont les nouveaux temples de l'Inde, disait Nehru. Le monde est une illusion, disait Shankara. » Ils ont choisi de descendre dans la matière avec des microscopes et des cyclotrons, et ils découvrent le visage de leur propre mort efficace. Les autres cherchaient à s'évader de la matière, mais c'est l'autre visage de la même mort, auréolé. L'Inde a volé le singe de l'Occident.
L'Occident a volé le singe de l'Inde. Vision. La nuit dernière, j'ai vu ceci, dont je comprends seulement le sens maintenant. Il y avait une immense chaudière, comme pourrait l'être la chaudière d'un paquebot gigantesque, peut-être le paquebot du monde, et devant le foyer ouvert, il y avait un petit homme qui paraissait comme un gnome par rapport à cette énorme chaudière, et il enfournait tout ce qu'il pouvait dans ce foyer, presque blanc, tant le feu était fort. On avait l'impression que cela pouvait sauter. Et alors c'était drôle, il attrapait un dernier fauteuil de bois pour le jeter dans la chaudière, comme s'il ne restait plus rien à brûler. Ils avaient tout jeté dans la chaudière, toute la beauté du monde et toutes les richesses du monde, pour faire marcher leur paquebot vers nulle part. 7 janvier 1985. C'était un long assaut toute la journée, sans merci. Je suis descendu dans la clairière, j'ai levé les yeux et j'ai vu la mort. Un grand nuage. Et ce soir, ma douce dessine Yama. Page 27, dessin de Sujata, le fils du soleil, Yama, le gardien de la loi de vérité. C'est le gardien de la loi ou le gardien de la vérité, car tout ce qui n'est pas purement pur, divinement pur, est emporté par la mort. Il y a beaucoup à faire sur la terre. 8 janvier 1985. Un assaut mortel. La mort nue. On a l'impression d'être laissé tout seul devant ça, sous ça. On sait que ce n'est pas vrai, mais c'est comme cela. C'est comme une masse de basalte, irréductible, écrasante, rien ne traverse. Le soleil bleu ne passe plus. Soir, j'ai vécu quelque chose d'assez horrible au réveil ce matin. Tout le chagrin d'une vieille mort m'a sauté à la figure, avec tout son paquet de douleurs. C'était là, derrière une porte, entassé. Cette manière d'être humaine est très malheureuse. À quoi sert d'y ajouter un peu plus de malheur? Ce qui aiderait, c'est d'en sortir. Après un dessin de ma douce. Il faut avoir le cœur bien déchiré en deux pour produire soit la mort, soit le pouvoir victorieux en lettres capitales. Ce sera le pouvoir victorieux. C'est ma vieille lutte contre la douleur. On dirait que cette lutte contre la douleur est l'essence contradictoire de ma vie. Le sang du Christ a seulement produit la mort. Il faut changer le sang de la douleur humaine en pouvoir transformateur. Mais c'est plus difficile. Je comprends de mieux en mieux pourquoi Sri Aurobindo mettait la joie comme premier principe divin et comme but de la création.